On va essayer de reprendre assez rapidement pour notre dernière session, histoire de ne pas... Et personne m'écoute, hein. Faut que je parle plus fort. On va reprendre pour la dernière session, histoire de ne pas trop accumuler les retards cet après-midi. Mais l'essentiel étant d'avoir fini pour 6h30 pour le pot final. Et donc cette dernière session qui va encore nous ouvrir vers de nouveaux horizons sera précédée par Felicity Bodenstein, que j'ai plaisir à introduire, puisque je la connais bien, puisqu'elle a fait sa thèse sur le cabinet des médailles entre 1830, 1819 et 1924, voilà, donc elle couvre tout le 19e siècle, elle l'a soutenue en 2015, mais pendant et depuis, elle a élargi ses intérêts à tout ce qui est histoire des collections, histoire des musées, et à la fois archéologique et ethnographique. Et actuellement, elle participe au beau projet porté par Bénédicte Savoie sur les translocations et donc tous ces déplacements de patrimoine à la Technische Universität à Berlin. Donc merci à elle d'être là, puisqu'on est en plein dans toutes ces problématiques. Merci Cécile, je suis très heureuse de présider cette dernière séance d'une journée où j'ai retrouvé tous les noms qu'à l'époque sur lesquels je m'interrogeais toute seule quand je travaillais sur l'histoire du cabinet des médailles. Et je suis ravie de voir qu'il y a une génération de personnes qui travaillent sur ces questions, des différents collectionneurs et de ce marché des antiques, qui est un sujet très très intéressant. Donc on va passer maintenant donc, vers de nouveaux horizons chronologiques et disciplinaires. Et on va commencer donc cette séance grâce à Manuel Charpy, qui est ici aujourd'hui donc pour nous parler du marché plutôt bourgeois pour ces objets dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc on continue à avancer dans la chronologie. Manuel Charpy est donc historien et chargé de recherche au CNRS. Il a dédié sa thèse aux questions qui nous occupent en partie, aux questions qui nous occupent aujourd'hui. Une thèse sur le théâtre des objets, espace privé, culture matérielle et identité bourgeoise, de 1830 à 1914. Il est auteur de nombreuses études portant sur l'histoire des usages sociaux, économiques des images, de la constitution matérielle de l'espace public, ainsi que sur l'histoire des circulations d'objets au XIXe siècle. Et nous sommes très impatients de vous écouter sur ce beau sujet. Merci, merci de l'invitation. Donc, comme je le disais à la pause, bon, je vais être à côté, mais c'était un peu la commande, donc je m'y suis plié. Non, j'aurais du mal à être vraiment dans le sujet, puisque pour faire court, j'ai effectivement travaillé sur les archives des commissaires-priseurs pendant longtemps, mais en abordant un peu les choses à revers. C'est-à-dire en travaillant sur Drouot et pour comprendre pourquoi et comment Drouot prenait une place particulière dans la constitution des savoirs, mais aussi dans le commerce, dans le marché, dans la création d'une culture matérielle spécifique à Paris. Et puis donc de l'autre côté, je m'intéressais aux archives des commissaires-priseurs pour trouver à la fois les marchands et les acheteurs. Et pour le coup, les acheteurs ordinaires, la bourgeoisie, au sens très flou, on va dire, du terme. Et donc, quand j'ai croisé les questions d'antiquité et d'antiquaire, c'était presque plus pour comprendre comment ça se transformait au XIXe siècle, c'est-à-dire comment ces catégories-là changeaient, comment l'antiquaire devenait celui qui vend de l'ancien en général et plus sans rattachement archéologique. Et les antiquités, la même chose. Et donc d'essayer de comprendre le rôle que jouait Drouot dans toute cette fabrication. Donc en reprenant du coup, pour ce colloque un peu toutes mes archives, tout ce que j'avais dépouillé, etc., je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de croiser des antiquités, mais que je m'y étais assez peu attardé. Ce que je vais encore faire aujourd'hui. Et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que j'avais commencé à retourner un peu aux archives, et j'aurais eu l'air un peu ridicule par rapport à la précision de ce qu'on a vu ce matin. Mais donc voilà, vous l'avez compris, c'est plus depuis Drouot et depuis les acheteurs moyens que depuis les collectionneurs
que je vais essayer de regarder les choses, donc plutôt dans une logique d'histoire du goût et de la construction d'un marché spécifique qui intègre les antiquités, mais qui intègre tout un tas d'autres choses. Donc c'est aussi, on l'a déjà largement évoqué, mais s'arrêter un peu sur tous les acteurs qui gravitent autour de Drouot et tous les circuits commerciaux, on va voir, qui sont assez emmêlés. Premier point un peu général, et là du coup j'ai peur de dire des choses que vous connaissez déjà tous très bien, mais si un mot sur Drouot en préambule. Donc vous le savez, Drouot naît de la centralisation nouvelle des archives des ventes, pardon, pas des archives justement, les archives, j'y reviendrai, seront centralisées plus tard, mais de la centralisation des ventes en un seul bâtiment organisé par la Chambre des commissaires priseurs. Alors vous le savez, il va rester quelques bâtiments pour des ventes spécifiques comme les livres, mais enfin le gros des ventes vont être centralisées dans un seul bâtiment. Je vous passe toutes les péripéties, mais donc on décide de construire un bâtiment qui s'appellera Drouot, enfin qui sera installé rue Drouot, à l'angle Drouot et Rossini, et qui ouvre effectivement en 1852, et qui amène quand même pas mal de nouveautés dans l'organisation des ventes, qui fait par rapport à ce qu'on a vu ce matin, qu'on sort du modèle d'organisation qui précédait, et qui a été notamment très bien analysé par Charlotte Guichard. La salle devient extrêmement importante, enfin devient un acteur à part entière, ce qui n'était pas vraiment le cas en fait avant à mon sens, notamment parce que vous le savez, ce bâtiment va être construit, pour aller vite, sur 2 étages avec des fonctions très différentes. Puisque le problème, quand on centralise toutes les ventes aux enchères, c'est qu'on fait cohabiter des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Ça peut gagner en pittoresque, mais ça peut aussi poser pas mal de problèmes de circulation et de qualité du public, des acheteurs, et des marchands aussi d'ailleurs. Donc on va construire toute une sorte de petit théâtre, on va dire, et en même temps une sorte d'appartement bourgeois avec des escaliers de service dans tous les sens, etc., qui vont permettre de masquer toute une partie du commerce, en gros la vente du charbon, des vieux morceaux de bois, des vieux pavés, des vieux tonneaux de vin, etc. Enfin tout ce commerce qui passe aux enchères, tout ce commerce des faillites notamment, qui va être de plus en plus, de mieux en mieux dissimulé dans ce bâtiment pour avoir un premier étage consacré aux ventes de luxe avec, comme vous le voyez sur l'image, une verrière qui va permettre une vraie qualité d'éclairage, etc. Enfin un éclairage zénital, etc. Donc une partition des espaces très très construite, qui va même dans les décors, dans l'éclairage, enfin tout construit cette partition de façon très forte. Et puis ce lieu va aussi faire qu'on quitte ces espaces où on mêlait en même temps exposition et vente pour avoir dans ce nouveau bâtiment des espaces dédiés à l'exposition, qui durent toujours 2 journées en général avant les ventes. On va avoir presque à temps plein des tapissiers décorateurs sur place qui vont mettre en scène ces objets qu'on vend. Et puis on va réorganiser aussi l'espace des ventes. Vous avez là un vague aperçu qui est jamais... dès qu'on s'appuie sur les images pour parler de Drouot, on a beaucoup d'images qui sont dans un genre pittoresque, qui ne sont pas vraiment fidèles, mais enfin, ça donne une idée. On aurait une sorte de rez-de-chaussée qui serait une espèce d'immense capharnaüm, et les archives montrent que c'est le cas. Et puis un premier étage, donc vous voyez, beaucoup plus spacieux. Évidemment, la perspective est très fausse, mais où on ne voit passer que des tableaux et justement des antiquités, des curiosités exotiques. En gros, donc vous auriez une sorte d'arrière qui donne ceci. Là, c'est des images des années 1900. En bas, c'est des ventes de vieux linge qu'on pratique quotidiennement à Drouot. Vous devinez, tout ça jouit d'une très faible publicité, c'est les ventes ordinaires. On est obligé d'en faire la publicité, mais on en fait une publicité discrète. Et ce sont des ventes très fréquentées par des marchands, là en l'occurrence des marchands de la toilette par exemple, mais assez peu par le grand public. À l'étage, donc, vous avez une nouvelle mise en scène qui se met en place, très inspirée du théâtre globalement, avec un système d'estrade et un commissaire-priseur, j'y reviendrai. Des objets qui ne sont plus étalés sur les tables mais qui surgissent des coulisses. Les portes sont dissimulées dans les murs, donc on a vraiment un effet de surgissement. Et puis des systèmes de rideaux rouges, vous savez, qu'on ouvre et qu'on ferme au début et à la fin des vacations. Des murs, et ça on a toutes les archives de la compagnie qui gère tout ça. Des murs qui sont
constamment inspirés des musées. On se réfère constamment aux musées sur comme le rouge romain qu'on va mettre au mur pour mettre en valeur les pièces, etc. etc. Des systèmes d'éclairage, etc. Toujours inspirés, encore une fois, des musées. Et puis, une nouvelle manière d'asseoir le public. On va, en gros, organiser, comme on le fait au même moment au théâtre, des places assises et le silence dans la salle. En gros, une nouvelle dramaturgie de la vente qui se met en place et qui, à mon sens, compte beaucoup dans le succès de Drouot. On a aussi, je reviendrai sur la figure après plus sociale du commissaire-priseur, mais une nouvelle mise en scène même du corps, puisqu'on a le marteau prend une place extrêmement importante. Et puis le vêtement lui-même devient important. Le commissaire-priseur est soit, tantôt c'est assez libre en fait, hein, il suffit qu'il porte une ceinture et puis c'est bon, mais soit il s'habille en gros à la manière d'un homme de justice, avec des effets de manche, en gros, soit en bourgeois ordinaire, ça dépend des ventes et ça dépend des commissaires-priseurs. En tout cas, ça devient une figure intégrée à ce nouvel espace social. Ce qui va évidemment compter dans cet espace, c'est le sacre par le texte. Là, je me place du point de vue des collectionneurs, mais j'insiste, des collectionneurs aussi très ordinaires qui viennent là. Là, c'est tiré d'Henri Harvard, L'art dans la maison, grammaire de l'ameublement. Et vous voyez la légende, l'hôtel des ventes est devenu le temple du goût. Alors, on trouve ça absolument partout dans la littérature du second 19e siècle. Cette idée que, en gros, le Drouot est le musée, notre musée des arts décoratifs ou le temple du goût. Et là, vous le voyez d'ailleurs, on tient dans les mains quelque chose qui pourrait être un vase grec ou une copie, voilà, très Second Empire, je ne sais pas. En tout cas, le fait que le texte joue un rôle central dans ce marché, à mon avis, compte beaucoup. Et ce qui fait aussi le succès de Drouot face aux antiquaires. Le passage par le catalogue, on l'a vu depuis ce matin, est complètement essentiel, mais il l'est encore plus, on va dire, pour ceux qui ne sont pas collectionneurs, ceux qui n'ont pas un savoir très pointu sur ce qu'ils peuvent potentiellement acheter. Le texte rassure, le texte joue comme une espèce de sceau d'authentification. Et vous savez que le marché des catalogues explose. Ce qui est assez intéressant dans toutes les archives des commissaires-priseurs, c'est qu'on voit les commandes faites, le nombre de catalogues, leur diffusion, leur réseau de diffusion. On arrive à trouver ça de façon assez précise. Vous savez qu'il y a 2-3 éditeurs, Renaud et Maud notamment, qui se consacrent à l'édition de ces catalogues, qui en même temps, je vous le signale, éditent énormément d'ouvrages de catalogues de collectionneurs, de catalogues de collections privées. Et là, il y a des mélanges de genres assez, j'y reviendrai, mais assez important. Et les tirages des catalogues vont de 50 exemplaires à 500. Donc, ce qui veut dire que parfois, on fait des tirages qui n'ont pas vocation en fait, à être diffusés. C'est très clair. C'est soit pour rassurer celui qui vend, enfin c'est souvent ça, pour rassurer celui qui vend, et celui qui viendrait sur place acheter. Mais la fonction publicitaire est assez secondaire. Toujours est-il que voilà, j'ai fait quelques sondages comme ça, c'est très approximatif, mais enfin, pour le milieu des années 1870, on est à peu près à 100 000 catalogues imprimés, 100 000 pas différents, hein, la masse, 100 000 catalogues imprimés, et en fait, on n'en a gardé qu'une petite partie. Il ne faut pas oublier qu'à partir des années 1880, on fait aussi des catalogues en duplicata, le nom de la technique m'échappe à l'instant. En gros, à la gélatine, on peut tirer 20-30 exemplaires écrits à la main et qui vont faire écho à ces affiches que vous avez peut-être vues, qui sont aussi écrites à la main, puisqu'il y a une obligation légale de publicité, mais voilà, qui montre que le catalogue fait partie de ce commerce, c'est absolument essentiel. Mais finalement, on n'a des fois qu'une fonction très secondaire. Et puis, on l'a suffisamment dit depuis ce matin, on sait que les catalogues ne sont pas du tout le miroir des ventes, loin de là, aussi bien dans l'ordre des ventes, dans l'organisation des ventes, dans les vacations, que même dans le contenu des ventes. L'autre chose qu'on peut voir, et j'étais assez... je vais peut-être dire une grosse bêtise pour le dire autrement, mais j'étais frappé quand même, ça semblait confirmer ce que j'avais vu. Dans les années 1820-1830, on a facilement de l'île des gravures qui accompagnent les catalogues, et étrangement, dans la seconde partie du 19e siècle, c'est relativement rare, à mon sens, de ce que j'ai pu dépouiller en tout cas. Là, j'ai mis quelques exemples, mais vous voyez, c'est des ventes extraordinaires. Soltykov, c'est une des très grandes ventes de ces années-là.
Et je me suis un peu posé la question de pourquoi dans ces années, on va dire du Second Empire, les images sont si rares dans ces catalogues. J'ai un bout de réponse, mais c'est un tout petit bout, puisqu'en gros il faut attendre les années 1905 pour vraiment voir de la photo notamment entrer dans les catalogues, ce qui est très tardif, enfin, vous voyez, pour que ce soit vraiment un outil très courant, alors qu'on est déjà à une échelle industrielle du côté de la photo. Pareil chez Christie's, j'étais allé voir un peu les archives, on a très peu de photos qui accompagnent les catalogues. Et je crois, une des hypothèses en tout cas, c'est qu'en fait circulent en parallèle des catalogues des masses de photographies, mais qui sont complètement dissociées. Et ça, on le voit quand on travaille sur les archives des antiquaires, alors au sens du second 19e siècle. Ils n'arrêtent pas de commander des photos dans les studios photos, des cartes de visite de leurs objets. Je vous en ai mis quelques-unes ici. Donc ça, c'est Warneck et Sambon. Là, c'est Boban, donc c'est des choses que je connais un peu mieux, c'est tout ce qui est les antiquités précolombiennes. On fait quantité comme ça de photos de cartes de visite qu'on va distribuer et qu'on va faire circuler. Et donc, il faut sans doute penser les catalogues aussi en lien avec ces circulations d'images. Chez Boban, parce qu'on a un peu quasiment toutes ces archives entre Paris et New York, c'est assez colossal. Et vous voyez, donc ça peut être à la fois des séries d'ensemble, des photos de très très bonne qualité, d'assez grand format qui permettent vraiment de voir tous les objets, ou comme ça, des espèces de zoom. Et ce sont encore une fois des tirages en grande série. Boban notamment, on commande facilement 100 photos du même objet qui fait circuler. C'est le cas par exemple pour cet objet-là, péruvien. Donc circulation de photos qui accompagne à mon avis ces catalogues. Et puis évidemment, dans les catalogues, mais vous l'avez dit, la place des plumes qui vont être convoquées, je parlerai des experts après, va compter aussi. Ce qui est très frappant, c'est qu'à partir du second 19e siècle, on paye de plus en plus des écrivains collectionneurs, enfin ces figures, vous voyez, intermédiaires, ou chroniqueurs des arts, ou voilà. Qui en général n'ont pas d'expertise, enfin une expertise très large, et on les convoque très clairement quand on a besoin de magnifier les collections ou quand ce sont des vraies collections éclectiques et qu'il faut finalement beaucoup plus parler de la personne, de sa sensibilité, de sa vision du monde, etc., que de parler des objets eux-mêmes. Et donc là, on a vraiment énormément tout un monde, notamment, je pense à des gens comme Philippe Burti et toute sa nébuleuse, Mantz, etc., qui vont, j'avais qu'un mot un peu vulgaire j'allais dire cachetonner, mais bon, vous voyez l'idée, qui vont comme ça, à la commande, produire des textes. Parfois, c'est très clair dans leur correspondance, de gens qui ne connaissent pas vraiment. Enfin, c'est pas la question, c'est vraiment une mise en scène du collectionneur, puisque le catalogue a cette chose-là aussi, de proposer d'un coup une unité, une espèce de tombeau du collectionneur, ce qui fait donc que les tout petits collectionneurs veulent aussi leur catalogue, qui est une espèce de photographie, qui donne une sorte d'unité, puisque c'est toujours l'inquiétude, à leur collection. Et puis, dernière consécration, je passe sur ça, sur les archives Christie's, oui. C'est évidemment toutes les chroniques des arts qui vont aller avec ces ventes. Alors à la fois les annonces très commerciales, mais aussi toutes les chroniques. J'ai mis Paul Odell, que vous connaissez tous, mais en fait vous savez qu'on en trouve à peu près partout. Je lisais hier une revue de théâtre fin 19e siècle. Vous avez la chronique de Drouot qui a sa place. Enfin, ça fait partie, ça voisine avec la naissance de la météo et les cours de la bourse, en gros. Il y a une espèce de météo de la curiosité. Et ça va être extrêmement important, cette publicité a posteriori de toutes les ventes. Et puis, vous le savez, c'est un sujet assez facile et assez... on est dans le quartier des journaux, hein, donc c'est aussi assez facile de suivre ça et de raconter sur un mode assez dramatisé ces ventes aux enchères. Et puis, évidemment, je n'ai pas mis, mais vous savez qu'on trouve dans toute la presse, du Figaro au Constitutionnel, en passant par toute la presse, ces chroniques de vente qui sont extrêmement importantes, d'où d'ailleurs les passages récurrents de certains collectionneurs dans les ventes pour acheter et pour vendre. Et puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais Drouot joue un rôle très important dans la fluidification du marché, on l'a évoqué tout à l'heure. L'autre aspect qui va compter, je reviendrai sur ça dans une seconde, c'est que tous ces...
excusez-moi, j'ai peur d'être long, donc je coupe un peu. Je reviendrai sur ça aussi. Mais c'est toute l'obligation de publicité qui paraît importante. Les catalogues, enfin, en gros, les commissaires-priseurs, je vais le dire comme ça, vendent leurs réseaux sociaux et leurs fichiers de clientèle. Certains le revendiquent clairement. Voilà, des gens comme Pillet, qu'on a évoqué déjà, ont des réseaux extrêmement construits. On n'a pas ça, à ma connaissance, à Paris. Chez Christie's, on a les carnets d'adresses, les répertoires de clients, ce qui permet de se faire quand même une idée donc de clients, vendeurs et acheteurs. Hein. Et tout est très bien identifié. Donc ça permet de voir ça. En tout cas, c'est très clair chez les commissaires-priseurs, d'autant qu'à partir de 1890, ils travaillent avec les marchands d'adresses qui proposent et qui vendent, vous le savez, des fichiers de clients. L'obligation de publicité va jouer un rôle, évidemment, pour les vendeurs comme pour les acheteurs. Ça, c'est un modèle typographique, donc c'est un imprimeur qui propose ça, c'est pas une vente aux enchères. Mais vous le savez, vont se multiplier toutes ces affiches, c'est une obligation légale, mais on va multiplier ces affiches dans Paris et qui vont jouer un rôle relativement important. On en a assez peu gardé, puisque pour ceux qui ont travaillé sur les archives, vous le savez, en gros, après 1870, on a arrêté de les archiver, les affiches, ça prenait trop de place, donc on en a beaucoup moins. Mais ça comptait absolument. Il y avait une obligation d'un affichage sur papier couleur, puisque le papier blanc était réservé à l'administration centrale, et uniquement en typographie. C'est devenu petit à petit l'image de ce commerce de la curiosité. L'autre chose évidemment qui va compter dans tout cela, j'ai mis quelques autres affiches, non, un mot quand même sur les affiches, je vais aller trop vite. Les affiches vont compter aussi, je pense, comme les catalogues, dans la manière de présenter, de construire des vacations et des ventes, de donner des sortes d'unités, de faire des focus, vous voyez, sur le tableau moderne, très belle tabatière, mais les jeux de typographie vont aussi construire des marchés et mettre l'accent sur des hiérarchies de vente. Là, on est face à des ventes après décès, donc on vend de tout, véritablement de tout. Et vous voyez, il y a un travail pour essayer de capter des genres de collectionneurs. Ou en découpant, on l'a évoqué tout à l'heure, Penbrook, donc des ventes, en organisant des ventes successives pour leur donner des visibilités distinctes. L'autre chose que cela va construire, je reviens, excusez-moi, voilà, j'avais fait un petit cafouillage, c'est évidemment que ça va fabriquer des cotes, et d'ailleurs on s'en sert encore, on l'a vu aujourd'hui, puisque vous avez tout un tas de répertoires et de compilations des meilleures ventes, des cotes de vente, avec toujours ces calculs, et on est toujours embêté avec ça aujourd'hui, sur comment, dans la durée, qu'est-ce qu'on fait de ces prix, sans être complètement sûr que la comparaison avec les salaires, etc., soit toujours très efficace et très pertinente. En tout cas, il y a ce même souci de compiler les prix pour essayer de penser des fluctuations dans le temps, de penser des rapports avec l'économie. Là, je m'inscrirai légèrement en faux, d'ailleurs, peut-être avec ce qui a été dit. Drouot et ce qu'on vend à Drouot, les antiquités sont aussi des valeurs refuges quand même. Ce n'est pas toujours des choses dont on se défait au moment des crises, ça peut être l'inverse, il y a des phénomènes assez clairs dans les années 1880 par exemple, de valeurs repli, de valeurs refuges, et on l'a vu tout le XXe siècle encore. L'autre élément qui me paraissait central, excusez-moi, c'est évidemment le lieu. Drouot va être le lieu où on certifie, où on authentifie, le lieu où on donne des provenances et des propriétaires successifs. On l'a vu aussi depuis ce matin. C'est quand même un des rares lieux qui permet de reconstruire ces provenances. Et on l'a dit, ce qui compte le plus à Drouot, ça va être les propriétaires successifs et la publicité qu'on en fait. Beaucoup plus que chez les antiquaires. Ça devient vraiment en quelque sorte, c'est un commerce de la provenance et des anciens possesseurs qui se fait à Drouot. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait plusieurs ventes d'une même collection va être aussi très intéressant pour les commissaires-priseurs eux-mêmes qui vont très bien tenir leurs archives, puisque leurs archives, vous l'avez tous vu, sont extrêmement bien tenues. Elles ne sont pas classées, et pourtant on arrive à travailler avec, donc c'est quand même pas rien, puisqu'on mobilise en interne constamment ces archives. Ça, on le voit régulièrement dans les archives elles-mêmes, où on fait copie d'anciennes ventes. Il y a cette idée qu'on doit pouvoir retracer des histoires, et ça devient extrêmement important. Histoire des provenances géographiques, et donc encore une fois des provenances
personnel et physique. Dans ce paysage, il va y avoir deux figures qui vont émerger. Pareil, on les a déjà beaucoup évoquées, donc je vais passer très vite, mais c'est le commissaire-priseur, bien sûr, et puis les experts. Je vais commencer par le commissaire-priseur. Pour faire court, longtemps, on l'a vu en fait émerger tout à l'heure, c'est dans les années 1830-1840 que les commissaires-priseurs commencent à jouer un vrai rôle. Avant, si on regarde fin XVIIIe siècle, la grande majorité des commissaires-priseurs sont simplement une fonction ministérielle, comme on dit, administrative. Et d'ailleurs, les ventes ne sont pas animées par un commissaire-priseur. Le commissaire-priseur est derrière et valide simplement sur un plan légal la vente. Et je fais court, mais en gros, encore dans les années 1840, on explique qu'en gros, un commissaire-priseur, c'est un notaire raté. Voilà, c'est dit partout. Un notaire, je ne résiste pas, Édouard Charton, qui conseille les familles bourgeoises. Il souhaitait être avoué au notaire, mais les uns, il au pluriel, mais les uns se sont défiés de leur aptitude, d'autres ont reculé devant une profession trop laborieuse à leur gré, avoué au notaire. Hein. Le plus grand nombre n'a pas pu ou n'a pas voulu acheter une étude. Alors la profession de commissaire-priseur s'est offerte à leur découragement ou à leur prudence. 1842, vous voyez, c'est encore ce qu'on voit. Et de fait, hein, quand on regarde les profils, c'est en train de changer dans ces années-là. Et puis, 1880, toujours le même Charton réédite un guide pour le choix d'une profession, le choix d'un État. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce serait tous les notaires rêveraient un jour d'être commissaire-priseur, mais tous n'en ont pas les moyens. On a un renversement complet. Et vous savez notamment que c'est dans ces années-là que le ministère de la Justice est obligé d'intervenir pour arrêter la flambée des charges à Paris, des charges de commissaire-priseur, donc en gros de contrôler beaucoup plus. Et, je vais accélérer. Donc, en tout cas, une nouvelle figure aussi mondaine qui va développer des réseaux sociaux, qui va pratiquer la mondanité de façon extrêmement importante et se présenter plutôt comme quelqu'un de goût et quelqu'un de savoir que comme un agent ministériel. L'autre figure, c'est évidemment l'expert. Et c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les commissaires-priseurs sont obligés de mettre en place une police interne, puisqu'il y a quand même pas mal de cas problématiques. Voilà. On n'a pas toutes les archives, mais on en a quand même pas mal. Pour les experts, ça ne va pas du tout être le cas, et on l'a vu depuis ce matin. Je voulais parler de Rolin et Feu Ardent notamment, mais je vais du coup pas en parler, c'est très bien, vu le temps. Mais en tout cas, vous le savez, le statut d'expert n'a aucune reconnaissance légale à Drouot. Donc c'est des gens qui vont se désigner. Et si juste j'évoque Rolin et Feu Ardent, mais on l'a déjà dit, c'est que ce sont vraiment des personnages, mais Mannheim c'est pareil, qui sont à la fois marchands, à la fois écrivants, et puis experts, et qui circulent entre les deux, qui achètent quand même dans des ventes où ils sont experts, ce qui est a priori pourrait poser des problèmes en termes de déontologie, on va dire. Donc en tout cas, un monde qui se dessine qui n'est pas du tout, pyramidal et où le commerce n'est pas du tout distinct du rôle d'expertise. On va dire ça. L'autre aspect sur lequel je voulais m'arrêter, dans cette nébuleuse qui tourne autour de Drouot, c'est tous les antiquaires et les artistes qui vont être présents dans les ventes. On a évoqué Eugène Pio tout à l'heure, c'est très clair. Par exemple, Eugène Pio, quand il rentre de ses voyages en Italie, organise des vacations à Drouot, quantité. On a tous ces billets aux archives de l'Institut, de ces ventes. C'est la même chose chez Warneck et Sambon, un peu plus tardif, mais qui vont organiser quantité de ventes à Drouot en sous-main, bien souvent. Et alors c'est un peu le paradoxe, c'est qu'une grande partie des antiquaires sont très invisibles dans les ventes qu'ils pourtant organisent, et par contre sont visibles comme acheteurs. Et c'est peut-être un des biais dans ce qu'on a évoqué depuis ce matin, c'est que beaucoup d'antiquaires et de tapissiers décorateurs achètent pour leurs clients. Les clients n'osant pas vraiment toujours acheter et ne connaissant pas toujours les trucs des enchères. Et donc, je sais que moi, j'espérais, à partir des ventes, retrouver vraiment des circuits d'acheteurs. Enfin, vous voyez le fantasme sociologique que je pouvais avoir. J'ai quand même relativement calé, globalement, puisqu'en fait, il y a des noms qui reviennent tout le temps, qui sont simplement des tapissiers, des antiquaires, qui achètent pour des clients. L'autre indice, oui, ça c'est d'autres images de Warneck et Sambon qu'ils font circuler, et puis ils organisent après des ventes. L'autre, donc je
passe du coup plus vite. L'autre groupe qui me paraissait important, c'est le groupe des artistes, et qui pour le coup pour les antiquités me paraît assez important. En gros, on vend de plus en plus d'ateliers d'artistes à partir des années 1850, et à partir des années 1860-70, des ventes d'ateliers d'artistes, plus exactement d'objets d'ateliers, vous avez dû croiser ça. Et alors là, ça joue à mon avis un rôle tout à fait central dans l'acclimatation aux intérieurs parisiens de tout un tas d'objets, de curiosités exotiques, mais aussi de ces antiquités, de ces bribes d'antiquités. Et puis ça va avoir un rôle, alors qui n'est peut-être pas central pour vous, mais qui l'est pour moi, c'est l'acclimatation aussi des moulages. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une forme d'anoblissement des moulages par ces ventes d'ateliers. Et on va voir, je passe aussi, là on est dans les années 1850, mais dans ces ateliers d'amateurs qui deviennent l'espace de l'appartement bourgeois, enfin qui trouvent une place dans l'appartement bourgeois, on va avoir de plus en plus de ces fragments achetés chez des artistes, donc choisis par des artistes. Et donc on va pouvoir voir ces circulations qui vont devenir extrêmement importantes. Le dernier aspect sur lequel je voudrais m'arrêter, donc ça ce sont des modèles d'intérieur pour apprendre à aménager ces intérieurs, hein, à faire voisiner des objets éclectiques, des périodes, puisqu'on a parlé tout à l'heure quand même de ces télescopages de périodes. On vous donne, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça s'appelle des coins d'ateliers d'artistes qu'on vous donne en modèle pour organiser votre intérieur, et y compris pour le coup des antiquités grecques, romaines, étrusques, enfin, peu importe. Et on va avoir aussi tout un tas de peintres, de sculpteurs qui vont devenir marchands. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à avoir une activité de production, on va dire, mais qui globalement se présente, vous le voyez, c'est un sculpteur-décorateur, mais donc voilà, installation d'intérieur, meubles, cheminées, boiseries, plafonds, vous voyez, on est très concret aussi. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Delange, ces gens à la frontière de l'art, parce que Delange, si je me rappelle bien, est aussi restaurateur, enfin, l'un d'entre eux. Voilà. J'avais le souvenir, ça va. Donc, en tout cas, vous voyez ces figures qui sont marchands, artistes, enfin, qui circulent dans tous ces mondes-là, aussi souvent qui se présentent comme étant liés au monde du savoir. Je ne sais pas si vous voyez en bas, mais c'est marqué collaborateur au musée du Louvre. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Le musée, évidemment, jouant là un rôle de validation de toutes ces pièces-là. Et puis, dernière chose qui va compter dans ces ventes, et pour de vrai, je vais finir avec ça, c'est qu'on voit passer dans ces ventes aussi tout un tas de moulages, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus facile après 1870 de trouver des barbediennes que de trouver des antiquités. Du coup, ce qui a moi j'ai eu des phases de confusion un peu. Vous savez que voilà, ça devient l'ordinaire absolu. Toute cette production de bronze d'art ou de plâtre d'art, mais aussi qu'on va vendre tous ces moules qui servent à mouler ces antiques, on va les trouver aussi en vente à Drouot, plutôt là au rez-de-chaussée, du côté des faillites industrielles, mais j'ai trouvé quantité de ventes de fondeurs d'art. En fait, quand les moules commencent à être fatigués, on les vend, et on les vend par ce biais-là. Ce qui, vous le devinez, joue dans l'unification et la circulation de ces modèles et des reproductions de ces modèles. Et ça donne toute la production de Colas et Barbedienne, évidemment, et puis ça donne des maisons comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez la maison Lorenzi, qui était parisienne, qui est maintenant à Bagneux, à Bagneux, oui. Enfin, Bagneux à la frontière de Cachan, et qui va bientôt disparaître, je pense, qui a des archives incroyables sur tout ce commerce-là, qui elle-même achetait des modèles à Drouot pour les dupliquer. Et ça donne ça aujourd'hui, le lieu, donc ça existe encore, hein, ça donne ça à peu près l'intérieur des ateliers, vous voyez. Donc je vous laisse repérer entre Hugo et Voltaire des Antiquités, il y en a à peu près partout. Mais en tout cas, toute une circulation comme ça, et ça va être la même chose, je vais finir là-dessus. Du côté des fabricants du Faubourg Saint-Antoine, sur lesquels j'ai aussi un peu plus travaillé, beaucoup viennent acheter à Drouot des bribes d'antiquités pas chères, qui servent en fait de motifs, qui prennent en empreinte et qui présentent dans leur boutique pour montrer l'origine de leurs inspirations. Et il y a tout ce discours sur, vous voyez, en gros, acheter un bahut, mais avec des vrais morceaux d'antiquité, en quelque sorte, à l'intérieur. Et pour conclure, je vais passer sur tous ces catalogues, mais qui procèdent de la même logique.
Pour conclure, je voulais juste indiquer deux choses. Moi, j'étais assez frappé en travaillant sur ces catalogues, sur le fait que se joue là quelque chose comme une espèce de construction de l'histoire de l'art, en fait, de la discipline histoire de l'art, moi, qui me paraît très fort sur la circulation des savoirs et des personnes. Et puis l'autre chose, c'est peut-être à croiser avec un autre élément de postérité de tous ces collectionneurs et de toutes ces collections, c'est les testaments. Qu'on trouve donc là chez les notaires, donc ceux qui ont raté, qui n'ont pas pu devenir commissaires-priseurs. Mais là, il y a deux professions quand même parallèles. Et les testaments deviennent gigantesques dans la seconde partie du XIXe siècle parce qu'ils s'arrêtent sur tous les objets. C'est-à-dire vous avez des descriptions des intérieurs de tous les objets, sur d'où il vient, pourquoi il est là et à qui on veut le donner. Et là, les antiquités appellent des récits extrêmement... Donc on devient en quelque sorte son propre commissaire-priseur, vous voyez. On fait son inventaire avant décès, okay. Enfin, c'est vraiment ça l'idée. Et donc je pense que ça pourrait être assez intéressant de croiser justement les antiquités de ce côté-là, puisque les catalogues fonctionnent souvent aussi comme des testaments. On a évoqué Panckoucke ce matin, mais voilà, les textes de Panckoucke, quand il raconte la visite qu'il faut faire de sa collection, ça ressemble quand même très fortement à un testament. Je vous remercie.